Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation de Pouce Carré aujourd'hui pour la journée Pouce Carré qui s'intitule Dévoreur de séries et de collections. Alors, plusieurs d'entre vous que je vois à l'écran êtes des habitués. Vous savez qu'on a l'habitude de présenter des ouvrages qui sont variés, qui peuvent s'adresser à différents publics. Et aujourd'hui, on a décidé de présenter une série de conférences toute la journée sur des livres qu'on peut lire en série, des séries d'ouvrages ou des collections d'ouvrages, parce qu'on sait que quand on a des lecteurs qui sont avides de lecture, ben, quand on a une série ou une collection à leur proposer, c'est toujours très intéressant pour eux parce que ben, ça leur fait des suites à lire et donc ils peuvent commencer à tomber dans un puits de lecture sans fin. Alors, en première partie, cet avant-midi, je vais vous présenter les corpus des maisons d'édition Fides et La Presse. Et en après-midi, je vous laisse entre les mains de ma collègue Charlotte, que vous avez peut-être rencontrée lors de la dernière journée Pouce-Carré, qui avait assuré l'après-midi également à ce moment-là. Et elle vous présentera dans un premier temps les ouvrages de la courte échelle et ensuite les livres de chez Interforum. Donc, en première partie, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de séries de romans d'aventure. En deuxième partie, cet après-midi, vous allez découvrir de la poésie, du roman d'horreur, des séries de romans aussi, des séries de documentaires, des séries de bandes dessinées. Alors, vraiment, on est là ensemble pour la journée. Puis là, je vous avoue, je vais peut-être tricher de temps en temps parce qu'on aime beaucoup les séries, bien sûr, mais des fois, dans une maison d'édition, il y a aussi quelques petites pépites individuelles, alors des ouvrages qui sont pas part d'une série, mais qui sont vraiment très intéressants. Alors, je vais profiter de l'occasion pour vous parler aussi de ces petites pépites. Qui suis-je pour commencer avant d'entrer dans le vif du sujet? Donc, je m'appelle Anne-Marie Fortin. J'ai lancé la compagnie Pouce Carré il y a maintenant 2 ans dans l'objectif d'offrir des occasions de rencontre entre le milieu du livre et les milieux institutionnels. Il y a plusieurs visages que je reconnais, donc des gens à qui j'ai eu la chance aussi de donner des formations ou des présentations de livres, en fait, de façon privée, si on peut dire. Donc, en fait, nous, les maisons d'édition, nous mandatent pour qu'on représente leurs livres auprès des milieux scolaires au Québec et au Canada francophone. Donc, on travaille à peu près avec une vingtaine de maisons d'édition qui nous envoient leurs livres et qui nous donnent le mandat de présenter leurs livres dans les milieux scolaires. La présentation qu'on donne aujourd'hui, elle est faite de façon très globale pour les différents cycles du primaire et du secondaire. Mais sachez que si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez nous contacter puis nous dire moi, je suis au secondaire, je cherche des documentaires, peux-tu m'aider? Et nous, à ce moment-là, on part avec vos demandes, on regarde le bassin de maisons d'édition qu'on représente et on s'assure de vous présenter les bonnes maisons en fonction des besoins que vous avez. On a d'ailleurs ce printemps de nouvelles maisons qui s'ajoutent à notre catalogue. Donc, contactez-nous si vous êtes intéressé à en savoir plus, bien sûr. Donc, on part tout de suite avec les livres des éditions Fides et La Presse. Les éditions Fides, ben, ce sont deux, pour commencer, je pourrais vous dire que ce sont deux maisons d'édition qui sont un peu des petites sœurs et grandes sœurs. Donc, elles travaillent conjointement et elles partagent une partie de leurs effectifs. Chez La Presse, vous allez trouver généralement plutôt des ouvrages qui seront soit des biographies ou des ouvrages plus informatifs, à quelques exceptions près, on les verra. Et chez Fides, ben Fides est une maison d'édition qui a produit beaucoup de littérature jeunesse à une autre époque. On peut penser, entre autres, dans les années 50, où il y avait une littérature jeunesse qui était axée beaucoup sur la transmission d'informations et parfois d'informations avec une tendance à un peu de transmettre les bonnes mœurs, etc. Donc, des livres qui étaient destinés beaucoup au milieu scolaire. Ensuite, la maison d'édition avait cessé de produire une littérature jeunesse pendant plusieurs années et ils ont recommencé cette production-là depuis quelques années avec un objectif très spécifique qui est d'avoir des romans d'aventure. Alors, des séries de romans ou des livres uniques, mais vraiment des ouvrages qui ont de l'action, de l'aventure, qui vont attirer les jeunes lecteurs. Je trouve que leurs séries de romans d'aventure sont vraiment intéressantes aussi parce que tout dépendamment des niveaux de lecture, elles peuvent être aussi pertinentes à la fin du primaire qu'au début du secondaire. C'est des séries qu'on pourrait vraiment utiliser comme des séries de transition pour les jeunes lecteurs très avancés au primaire ou des lecteurs, je dirais, réguliers là, ou au secondaire. Vous allez voir, on va aussi avoir des ouvrages au cours de cette présentation qui seront pertinents pour les élèves plus jeunes. Ne vous inquiétez pas.
Mais je vais commencer quand même parce qu'on est dans cette idée de la série-là. Alors, je vais commencer avec quelques-unes de ces séries. Je serais curieuse de savoir s'il y en a qui utilisent ou connaissent déjà quelques séries des éditions Fides. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous mentionner? Je vois des mains qui se lèvent. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos micros, hein. Si vous voulez parler, on est en petit groupe, là, soyez pas gênés. Souvent, on ne connaît pas les maisons d'édition, mais par l'ouvrage ou les titres, c'est plus facile. Ah ah! C'est bon ça, excellent. Ben là, vous allez les reconnaître maintenant, vous allez pouvoir les associer. J'ai vu, je pense aussi des gens qui me faisaient signe que vous étiez familière avec quelques-unes de ces collections. On va voir ça ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole avant que je commence? Faites-moi un grand signe. C'est bon? Alors, je vais vous les présenter. Euh, on a déjà pour commencer des séries qui sont des séries avec au moins 3 tomes publiés jusqu'à maintenant. Donc, et certaines de ces séries sont déjà complètes. Je vais commencer avec, tiens, la série Anya de Sarah de Gonze. Alors, vous avez ici les 3 tomes. On a le tome 1, La montagne d'ébène, le tome 2, La pierre d'Oxac, et le tome 3, Le clan des dragons. Alors, cette série-là, comme ça, elle est complète. Et c'est une série, vous avez pu comprendre avec peut-être les pages couverture et les titres, que c'est une série qui va nous plonger dans l'univers des dragons. Et l'univers, là, à ce moment-là, je vous dirais merveilleux des dragons et des différents éléments de la nature aussi. Alors, qu'est-ce que ça raconte, la montagne d'ébène? Ben, en fait, la série Anya, ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Laurence. Laurence est un jeune garçon qui va aller avec son équipe de basketball dans un chalet qui s'appelle le Chalet des Dragons pour une fin de semaine là, de camp de basket, donc pour pratiquer ce sport-là avec son équipe. Et alors qu'il est dans le chalet des dragons, commence à arriver quelques éléments un peu particuliers qui vont susciter sa curiosité. Il y a entre autres un chat qui se promène, qui a remarqué, qui est là souvent. Il y a une bibliothèque avec une vieille dame un peu mystérieuse qui s'y trouve. Il y a des inscriptions aussi, il voit des dragons. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui sont un peu mystérieux. Et une soirée, il va se rendre dans la bibliothèque et il va toucher une plume et un livre. Et en touchant ces éléments-là, il va se retrouver aspiré dans un autre monde. Je vais vous lire, vous allez voir, je vais vous lire la description de ce qui lui arrive lorsqu'il se retrouve dans l'autre monde. Je vous le lis parce que je trouve que c'est une description qui est vraiment très précise, dans laquelle il y a énormément de couleurs, d'éléments presque cinématographiques. On a l'impression qu'on est là avec eux. C'est très attrayant, c'est très beau comme milieu. Alors, je vous lis ce qui lui arrive au chapitre 4 lorsqu'il se retrouve, vous l'aurez deviné, j'imagine, à Anya. Les rayons du soleil traversent mes paupières. Je mets quelques secondes à émerger. Je me redresse en me frottant les yeux tout en tentant de rassembler mes souvenirs pour comprendre où je suis et ce qui s'est passé. Les miaulements de Gustave résonnent dans ma tête comme un écho. Et j'étais dans la bibliothèque et la plume. J'ai touché la plume. Tout me revient. J'ai touché la plume et tout est devenu noir. Et maintenant, je me retrouve ici. Mais où est-ce que je suis en fait? Je balais du regard ce qui a tout l'air d'une forêt, mais je n'en avais jamais vu comme celle-ci. Toutes les feuilles des arbres sont rouges. Aucun signe du chalet, ni de mes amis, ni même du chat. Il n'y a pas un bruit, seulement le craquement des branches sous mes pieds quand je me relève. Je fais quelques pas en arrière et trébuche sur quelque chose. Le livre! Je le ramasse et enlève la terre de la couverture avec un coin de mon pyjama. Je décide de partir à la rencontre de quelqu'un, n'importe qui dans le fond, qui pourra m'aider à comprendre ce qui se passe. Il semble y avoir une clairière devant moi. La forêt paraît moins dense à cet endroit. Je m'y dirige, le livre dans les mains, essayant de trouver un sens logique à tout ce qui m'arrive. Une centaine de mètres plus loin, je débouche sur un champ de fleurs. Le soleil m'aveugle, je dois me protéger les yeux avec ma main. Oh, hé, y a quelqu'un? Personne ne répond. Est-ce que je suis en plein rêve? Je me pince le bras. Aïe, ça fait mal. Bon, je ne rêve pas. Mes yeux s'habituent progressivement à la luminosité. Devant moi, de longues tiges surplombées de fleurs jaunes. Elles sont toutes penchées en direction du soleil, un peu comme des tournesols, sauf qu'elles ont seulement 3 longs pétales qui retombent vers le sol. Au centre, le pistil est beaucoup plus foncé, une sorte de jaune moutarde, comme dirait ma mère. J'ai un sentiment de déjà-vu. Je connais ces fleurs. Mais oui, ce sont celles qui sont sculptées au-dessus de la porte du chalet.
Alors, vous voyez, on a l'impression de marcher avec lui dans la clairière. Il y a les fleurs, les couleurs qui sont décrites aussi vont être très présentes tout au long de l'histoire. Moi, c'est la première impression que j'ai eue, c'était vraiment d'avoir cet environnement-là très impressionnant dans lequel Laurence se retrouve. Et rapidement, c'est encore plus impressionnant, Laurence va analyser un peu les bruits et va se retrouver devant quelque chose. Et voici ce qu'il découvre. Le battement de ses ailes est si puissant que je suis écrasée contre le sol sans possibilité de m'enfuir. Je m'agrippe au livre comme si c'était un bouclier, sauf que je ne suis pas un chevalier en armure et que devant moi est dressé, de toute sa hauteur, ses grandes ailes déployées et son regard noir plongé dans le mien, un dragon. Et c'est comme ça que Laurence va faire la rencontre d'un dragon. Mais on a l'impression qu'il va être en danger, mais en fait, il a rencontré une dragonne qui s'appelle Kalia, avec qui il va se lier d'amitié. Ils vont même devenir un peu comme des âmes sœurs. Donc, au fil des 3 romans, les 2 personnages vont être toujours là, soudés l'un à l'autre. Donc, cette dragonne et lui. Elle va l'amener dans son univers de dragon et il va apprendre à connaître ce peuple. Puis, éventuellement, il va découvrir qu'à Ania, il y a le peuple de l'eau qui s'appelle les Aqualès, le peuple de la terre qui s'appelle les Terraclès, si mon souvenir est bon, le peuple du feu et le peuple de l'air. Donc, il va découvrir comme ça les différents peuples. Et il va se rendre compte qu'il y a la montagne d'Ébène, donc qui est une montagne sur le territoire d'Ania, qui a été un peu prise en otage par l'oncle de Kalia, qui est un dragon mal intentionné. Et ils vont devoir réussir à sauver cet endroit-là, qui est la montagne d'Ébène. Dans le 2e tome, l'oncle d'Alia va se joindre à eux pour affronter d'autres forces malveillantes. Et le 3e tome, c'est intéressant parce qu'on change un peu on change pas d'univers, mais on va être plutôt dans une histoire qui nous raconte la succession parce que la mère de Kalia est la dragonne en chef. Et cette dragonne prend sa retraite de dragonne en chef, là, si vous voulez, vous vulgarise ça un peu. Et quelqu'un devra y succéder. Et Kalia va faire un peu va essayer de remporter les épreuves pour devenir à son tour la dragonne en chef. Et elle aura évidemment une opposante féroce et Laurence va la soutenir là-dedans. Donc, on est vraiment dans un univers pour ceux qui aiment le merveilleux, la rencontre entre les forces mystérieuses et les êtres humains. C'est une épopée, je pourrais vous dire, où on va apprendre à découvrir cet univers-là. Il y a des combats, mais il y a aussi de très, très belles alliances qui vont se créer. On a les 4 univers, hein, je vous disais l'univers du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Donc, on pourrait vraiment avoir, un peu comme dans Harry Potter, là, quand les jeunes se mettent à s'identifier, moi je suis un pouf-souffle, moi je suis un... Tu sais, ils peuvent vraiment se mettre à s'identifier aux 4 grands mondes. Alors, et choisir leur univers préféré. Alors, voici pour la série Anya, donc, qui pourra assurément satisfaire les lecteurs là, en quête de sensations fortes. Alors, je vous les montre à nouveau de Sarah de Gonze. Là, je vous vois hocher de la tête quelques-unes d'entre vous. Est-ce que c'est une série que vous aviez déjà fréquentée? Pour certaines, je vois un peu de... Ah, on a des gens qui l'ont en bibliothèque, mais pas lu, alors ça vaut la peine de s'y attarder maintenant. Alors, je vais poursuivre avec une autre série qui pourra assurément intéresser un public, je vous dirais un peu dans les mêmes eaux, un public un peu semblable. Je pourrais, effectivement, le tome 1 a été finaliste pour Tamarack, vous avez bien raison de le mentionner. Je pourrais assurément penser que ce public pourra être intéressé par ma prochaine série. Peut-être même un peu plus jeune, on pourrait commencer, à mon avis, là, pour les bons lecteurs, à partir de 9 ans, la lecture de la prochaine série. La série que je vais vous présenter s'appelle Eléalix. Donc, vous avez ici la série d'Audrey Archambault. Donc, vous avez 3 tomes. Le premier s'appelle La cité disparue. Le 2e tome s'appelle Les secrets des Toutouchos. Et on continue avec les 11 portes de Yorizave, pardon. Et vous allez voir ici, qu'est-ce qu'un Toutoucho? Vous voyez sur la couverture, c'est une créature magique, mi-tortue, mi-oiseau. Donc, vraiment une créature inventée. On est encore dans l'univers merveilleux. Vous allez voir aussi, la prémisse ressemble un peu à celle du premier livre, de la première série que je vous ai présentée. C'est-à-dire qu'à nouveau, on se retrouve dans un univers de camp, mais cette fois-ci de camp de vacances. Moi, je dois vous dire, j'aime ça.
les univers d'été, de camps de vacances, quand les jeunes sont, ben, entre vous et moi, pour les histoires d'aventure, il faut trouver des bonnes raisons pour pas qu'il y ait trop d'adultes autour des jeunes. Alors, c'est une bonne façon de placer des jeunes, à peu près tous du même âge, avec des fois des caractères un peu différents, dans un environnement où il n'y aura pas trop d'adultes. Puis le camp de vacances, c'est un endroit parfait pour ça, parce que ceux qui s'occupent des jeunes, souvent, ben, c'est des moniteurs qui sont des grands adolescents. Il y a évidemment là, une surveillance autour de ça, mais on reste dans un univers assez jeunesse, assez ado. Alors, on a ici l'histoire de Maëla Rose, Naomi et Juliette qui s'en vont au camp de vacances Cité Sauvage. Alors, on a Naomi, si mon souvenir est bon. Ah, attendez, là, les noms, moi, c'est toujours pareil, vous le savez, je finis toujours par me demander si j'ai les bons noms. Alors, non, c'est Maëla Rose. Alors, Maëla Rose, c'est une jeune fille qui a passé 6 ans au camp de vacances Cité Sauvage. Et pour la première année, elle a convaincu son amie Naomi de l'accompagner et elles sont également accompagnées de la jeune Juliette, qui est un peu plus jeune qu'elle et qui est la cousine de Maëla Rose. Donc, les 3 jeunes filles arrivent au camp de Cité Sauvage. Vous comprenez qu'il y en a une qui est une habituée et 2 qui sont des nouvelles. Juliette, qui est un petit peu plus jeune aussi, a une particularité physique, c'est-à-dire qu'elle a une jambe qui est une prothèse, en fait. Donc, il y aura cet élément-là qui va être important dans le récit parce que ça fait d'elle un personnage euh, disons, pour lequel plusieurs personnes essaient de mettre des contraintes, mais qui, elle, ne veut rien savoir d'être contrainte. Donc, elle veut pouvoir faire toutes les mêmes activités que tout le monde. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle a une assurance vraiment incroyable. Alors, elle est un peu plus jeune, mais elle est aussi téméraire que ses amies qui sont plus vieilles. Elles arrivent au camp de vacances. C'est le premier jour. Il y aura cette réunion-là qu'il y a au début du camp autour du feu de camp. Mais avant de se rendre, les jeunes filles passent devant un local qui est un peu décrépit, vermoulu et abandonné. Et elles voient dans ce local-là que, en fait, c'est l'ancienne bibliothèque du camp de vacances. Puis il y a eu des infiltrations d'eau. Alors, on a mis un cadenas. Puis c'est à peu près ça l'usage qu'on peut faire cette année de la bibliothèque, c'est-à-dire la regarder par la fenêtre. Alors, que font-elles, pensez-vous? Elles décident d'entrer, donc elles décident de trouver une façon d'entrer dans cette bibliothèque-là. Et dans la bibliothèque, elles vont trouver un livre qui raconte la malédiction de Myanama. Alors, je vais vous lire un extrait. Sachez que l'extrait que je vais vous lire, là, vous pouvez le voir ici à l'intérieur. On est comme dans un texte à l'intérieur du texte, donc on va avoir une langue qui est un petit peu plus classique, un ton qui est vraiment plus dans l'histoire, dans le conte. Le reste du roman est dans un style un peu plus contemporain. Je vais vous en lire un extrait tout à l'heure pour que vous voyez la différence. Je vous le mentionne parce que si vous souhaitez faire la promotion de ce livre-là avec les jeunes, c'est important si vous leur lisez, parce que l'extrait que je vais vous lire sur je vais vous raconter tous les trucs du métier. L'extrait que je vais vous lire sur la malédiction de Myanama, c'est un extrait qui réussit à vraiment bien mettre en place l'enjeu de la série. Alors, en lisant cet extrait-là, si vous lisez cet extrait-là aux jeunes avec lesquels vous travaillez, vous allez être en mesure de mettre en place l'enjeu de la série. Mais le ton n'est pas représentatif de l'ensemble du roman. Donc, il y a des jeunes qui vont peut-être se dire, ah ben moi, ce genre de roman-là, très classique, ça ne m'intéresse pas. Attention, c'est juste quelques pages dans le roman qui sont comme ça. Ça vaudra donc la peine de choisir un autre extrait pour leur faire voir aussi la langue, la texture du reste de l'histoire. Cela dit, j'ai lu les 2 extraits que je vais vous lire dans une école secondaire l'an dernier et il y a beaucoup de jeunes, à mon étonnement, qui étaient attirés par le passage que je vais vous lire, cette espèce de côté très classique, un peu envoûtant. Alors, ça pourra susciter l'intérêt. Les 2 extraits susciteront l'intérêt de différents lecteurs. La malédiction de Myanmar. Il était une fois un roi qui régnait du haut du ciel sur le royaume des Léalix. Une modeste communauté y vivait en accord avec la nature, veillant sur les Tutuchos, créatures mi-tortues, mi-oiseaux, dont les carapaces émeraudes possédaient une grande valeur. Le jour de ses 16 ans, la fille du roi devait affronter de périlleuses épreuves afin de prouver son courage et ainsi accéder au trône. Si la princesse Myanama échouait, la couronne serait remise à l'un de ses cousins, le prince Xixi. Une cité secrète contenant de dangereux pièges fut creusée à même la pierre au centre de la forêt sauvage des Léalix.
Elle ne se révélait que les soirs de quart de lune, lorsque le ciel parfaitement dégagé se retrouvait illuminé d'aurores boréales. Pour s'assurer que les mortels ne puissent y accéder, bêtes affamées, passages labyrinthiques, fruits violacés gorgés de poison et autres stratagèmes furent mis en place. Forte et courageuse, Nyanama déjoua les pièges et remporta toutes les épreuves. Toutefois, un test ultime l'attendait à la sortie de la cité. Au centre d'une pièce, 2 consoles présentaient chacune un objet de grande valeur et la princesse ne pouvait en rapporter qu'un seul. Ainsi, elle devait choisir entre la couronne du royaume des Léalix, lui assurant le trône, et une énorme corbeille remplie de vivres, de médicaments et d'écus d'or, garantissant le bien-être du peuple des Léalix. Qu'a-t-elle choisi selon vous? A-t-elle choisi de sauver le peuple ou sa gloire personnelle? Je vous laisse un instant pour y réfléchir. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Le peuple, ben oui, Marie-Josée, vous avez raison. Elle a choisi de sauver le peuple. C'est une grande âme, vous voyez, mais elle n'aura pas eu le trône. Alors, à son retour, le prince Xixi fut couronné roi. Celui-ci força la princesse à lui remettre les vivres destinés au peuple. Assoiffé de pouvoir, il souhaitait exploiter les Tutuchos et expulser les habitants des Léalix pour élargir son territoire de chasse. Pour punir Myanama, le roi Xixi la condamna à être malheureuse pour l'éternité. D'épais nuages gris recouvrirent alors le ciel. Depuis ce jour, on dit que la princesse pleure au-dessus du royaume des Léalix. Quant aux Tutuchos, certains croient que des indices dissimulés dans la cité permettraient de les retrouver. On est à Cité Sauvage, le camp Cité Sauvage, dans une forêt sauvage qui correspond à peu près en tout point à la description. Alors, bien sûr, nos 3 héroïnes, Maëla Rose, Naomi et Juliette, vont décider de partir à l'aventure. Ça tombe bien parce qu'on est une nuit de quart de lune au cours de laquelle il y a des aurores boréales. Alors, les portes du royaume des Léalix pourraient s'ouvrir pour elles. Et là, attention, vous allez lire 37 pages. Moi, il faut que je vous dise que c'est rare que je lis les 4e de couverture parce qu'on dirait que je ne comprends rien quand je lis les 4e de couverture. Je suis un très mauvais public pour ça. Je les lis, puis après ça, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai besoin qu'on me raconte un peu de quoi les livres parlent. Pourtant, je sais lire et je sais comprendre, mais les 4e de couverture, moi, ça ne fonctionne pas avec moi. Alors, je ne les lis pas. Je commence à lire le livre. Page 37, je me rends compte, ah, c'est un roman dont vous êtes le héros. Je n'avais pas réalisé ça. Mais c'est très intéressant parce que dans chacun des tomes, vous allez avoir toujours un long tronc commun. 37 pages, c'est quand même assez long. Donc, vous avez toujours ce long tronc commun que vous pouvez lire en groupe, donc partager avec les élèves. Puis ensuite, on s'en va dans le roman dont vous êtes le héros. Évidemment, ben là, les jeunes vont devoir choisir est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Il y a toujours 2 choix à chaque étape. Ce qui est intéressant, entre autres, dans les romans dont vous êtes le héros, puis on s'en rend compte avec le temps, c'est que les jeunes qui ne lisent pas nécessairement tous au même rythme peuvent pas se comparer, peuvent pas dire t'es rendu où, moi je suis rendu plus loin que toi. On le sait pas où on est rendu au 38, mais peut-être c'est le premier chapitre qu'on lit parce que c'était le premier choix qu'on a fait. Donc, il y a un avantage de ce côté-là, on n'est pas nécessairement en mesure de dire moi je suis rendu plus loin que toi. Et là, à chacune des étapes, on va devoir prendre des décisions. Le premier tome, c'est l'objectif de ce premier tome, c'est de trouver les portes des Léalix. Si on n'y arrive pas, si on prend des décisions où on n'y arrive pas, ben, à un moment donné, ça nous dit ah, vous n'êtes pas mort, mais vous n'avez pas trouvé les portes des Léalix, meilleure chance la prochaine fois à recommencer. Et là, on va nous inviter à recommencer jusqu'à temps qu'on trouve le bon chemin, un peu comme dans un labyrinthe, pour se rendre aux portes des Léalix. Le deuxième tome nous amène à découvrir les Tutuchos. Donc, une fois qu'on est à Léalix, à se rendre jusqu'aux Tutuchos. Et le troisième tome va nous amener à sauver les Tutuchos. Alors, vous voyez, il faut lire les 3 tomes si on veut réussir à faire l'ensemble de notre mission. Il y a un incitatif dans cette série-là, donc à poursuivre la série. Il y a également un garçon qui s'appelle Zach, donc qui est un moniteur du camp qui va les accompagner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chacune des jeunes filles a une qualité spéciale. Donc, je vous disais que Juliette, elle est vraiment téméraire, elle n'a pas froid aux yeux. Vous avez, je crois que c'est Naomi ou Maëla Rose, là, comme je vous dis, les noms, je me mélange souvent. Il y a une des 2 jeunes filles qui est trop de l'herboristerie, là. Elle, n'importe quoi, tu as un bobo, n'importe quoi, tu as faim, avec ce qu'elle va trouver dans la forêt, elle va être capable
de réussir à soigner. Donc, elle est professionnelle de tout ce qui concerne les plantes. Et la troisième est gagnante de parcours de ninja. Alors, moi, c'est ma préférée parce qu'évidemment, tu sais, quand on peut sauter à droite, à gauche, faire une petite roulade, puis atterrir sur une liane et sauver tout le monde, c'est très impressionnant. Alors, elle va être excellente dans les épreuves physiques. Euh, je vais vous lire, tel que promis, un extrait d'un des chapitres quand on est dans les choix là, à suivre, pour que vous voyez la langue là, quand on est vraiment dans l'action. Alors, ils sont debout sur une trappe de bois. Crac! La trappe de bois se fracasse sous le poids de Maëla Rose, Juliette, Zach et Naomi. La scène se déroule si rapidement qu'ils n'ont pas le temps de réagir et ils dégringolent à toute vitesse dans le passage vertical composé de planches rivées les unes aux autres. Ils essaient tant bien que mal de se retenir aux côtés, mais les clous ne font qu'égratigner leurs mains, leurs bras et leurs jambes. On va mourir! S'écrie Juliette. C'est alors que le tunnel débouche sur une ouverture faiblement éclairée. Les quatre amis sont propulsés dans une pièce sombre sur une plateforme composée de planches de bois encore plus pourries que celles de la trappe. Les planches cassent sous la force de l'impact et Maëla Rose, Naomi, Zach et Juliette poursuivent leur chute, se retrouvant dans une eau glacée. Puissant, le courant les emporte sans qu'ils puissent se retenir à quoi que ce soit. Pour découvrir la suite, rends-toi au numéro 5. Alors là, on n'a pas le choix, il faut aller au numéro 5. Au numéro 5, on aura un choix à faire. Alors vraiment, Elé Alix, donc roman dont vous êtes le héros avec ce côté toujours d'aventure et pour réussir à mener à bien une quête et une mission. Je vais vous dire franchement, là, moi, ça m'impressionne quand les auteurs réussissent à écrire des romans dont vous êtes le héros qui se tiennent puis qui sont aussi bien ficelés parce que ça doit vraiment être un exercice d'écriture très difficile de tout mettre ça en place. Alors, chapeau à Audrey Archambault. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez parler, si vous connaissez la série puis que vous voulez en glisser un mot, il n'y a pas de gêne. Vous pouvez bien sûr ouvrir votre micro, prendre la parole si vous le souhaitez. J'ai toujours l'espoir que quelqu'un ait quelque chose à nous dire sur la série pendant que je prends une gorgée d'eau. Alors, je vais continuer dans ce cas-là avec la prochaine série, qui est disons, la dernière série là, de 3 romans que je vais vous présenter dans cette première partie. Cette série-là, c'est une série, encore une fois, d'aventure qui nous amène un peu dans un univers un peu différent. Vous allez voir, on est dans un univers qui ressemble beaucoup à la science-fiction, au merveilleux, un peu plus horreur que les 2 univers que je viens de vous présenter. C'est la série de J.L. Blanchard qui s'appelle Zipolaris. J.L. Blanchard est un auteur qui a écrit beaucoup de romans policiers, entre autres. Il y a vraiment une grande propension au récit, à la narration. C'est très, très bien construit. Donc, vous avez Zipolaris, tome 1, La nuit des morts-loups. Dans le tome 2, on arrive à Le sentier de la peur. Le tome 3 nous amène dans La malédiction de Zangra. Et tout récemment est sorti Dimension Z, qui est le premier roman de nouvelle série qui s'adresse à des lecteurs un peu plus vieux, mais qui met en scène les mêmes personnages. J'ai lu Dimension Z et je vous dirais qu'on pourrait vraiment comprendre l'histoire si on n'a pas lu les 3 premiers tomes, mais qu'il y a vraiment une plus-value pour bien saisir l'essence de tous les personnages à lire les 3 premiers tomes, mais par un procédé narratif très astucieux, il réussit à nous raconter une légende qui raconte en fait tout ce qui s'est passé dans les 3 premiers tomes au début de la Dimension Z. Donc, ça nous fait un récapitulatif. Le récapitulatif est utile si on n'a pas lu les 3 premiers tomes, mais entre vous et moi, il est aussi très utile si ça fait longtemps qu'on a lu les 3 premiers tomes, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je pense que c'est peut-être en raison du volume de lecture, mais j'ai une mémoire pas très, très longue là, de ce que j'ai lu, c'est-à-dire que les petits détails s'effacent rapidement. Donc, d'avoir comme ça un très bon récapitulatif, ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite dans notre compréhension. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On va commencer avec Zipolaris. Zipolaris raconte l'histoire de Nathan, qui est un adolescent qui a 13 ans. Puis un jour, il rentre chez lui, après l'école, une journée on ne peut plus banale,
Et il entend des drôles de bruits dans la cuisine. Il sait que sa mère n'est pas là. Il habite seul avec sa mère. On sait que son père est décédé lorsqu'il était jeune. Ils sont supposés d'être juste deux dans la maison et il entend des drôles de bruits. Alors, il se dirige vers la cuisine et voici ce qu'il observe. Mes mains tremblent tellement que j'ai peine à tenir mon bâton. Il a pris un bâton pour se défendre. Au bout d'un moment, j'essaie de me convaincre que ça se passe seulement dans ma tête. Mon trop plein d'imagination, dirait encore ma mère. Oui, ça ne peut être que ça. Alors j'ouvre à nouveau la porte en espérant que les choses soient revenues à la normale. Mais non. Et je dois me pincer pour en croire mes yeux. Je vois trois étranges bestioles, à peu près de la taille d'une marmotte. Trois petits êtres bizarroïdes avec un corps qui ressemble à la courge musquée que ma mère laisse mûrir sur le comptoir. Leurs bras et leurs jambes sont minuscules. Leur peau est toute blanche, sans un seul poil, sauf l'espèce de chevelure verte qu'ils ont sur la tête et qui ressemble aux feuilles d'un ananas. Leur nez est presque inexistant. En revanche, leur bouche est énorme et leurs grands yeux noirs pointent droit vers moi. Autour d'eux, des emballages déchirés, des pots vides, une carcasse de poulet cuit, des pelures d'oignons. Ils ont tout bouffé. Alors, sont cachés dans son frigidaire trois petits êtres qui ressemblent exactement à ceci. On a eu la description tout à l'heure, on va les voir sur le dessus du tome 2. Ce sont des hippoïdes. Les hippoïdes sont les créatures qu'on vient de décrire et qui viennent de Zipolaris. Zipolaris qui est un monde parallèle. Alors, pour revenir à Dimension Z, je vais vous expliquer je vais vous lire là, dans un petit peu le prologue, là, ce qui s'est passé. Donc, vous avez une carte comme ça de Zipolaris qui vous est offerte pour voir les différentes parties du monde. Et on nous explique que il y a plus de 3 milliards d'années, une météorite gigantesque venue des confins de l'espace percuta violemment la Terre, la faisant basculer légèrement sur son axe. Cette petite inclinaison de 23,5 degrés est à l'origine du cycle des saisons ainsi que des phénomènes météorologiques qui ont favorisé l'apparition de la vie sur Terre. Mais l'onde de choc de cette formidable collision fut telle qu'elle provoqua aussi une variation de l'espace-temps, ce qui engendra un double de notre planète. Un double qui réside toutefois dans une autre dimension. Et c'est là qu'on va apprendre que nous, on habite dans la dimension H, parce que l'humain a colonisé majoritairement cette planète, donc a été celle qui a pris le contrôle. Mais dans la dimension voisine, la dimension Z, ce sont les hippoïdes qui ont pris le contrôle et qui se sont organisés dans ce monde-là. C'est un peuple très, très pacifique, très gentil, etc. Sauf que ben, dans ce monde-là, il y a aussi les morlous. Alors, c'est des entités maléfiques à peu près invincibles qu'on ne peut pas tuer. Ils racontent même dans le Dimension Z, ils racontent qu'un jour, ils ont coupé une jambe à un morlou, puis la jambe s'est promenée toute seule pendant 3 jours jusqu'à temps qu'elle réussisse à se ressouder sur le morlou d'où elle venait. Alors, ça vous donne une idée, là, c'est vraiment, vraiment invincible. Seul le feu, l'eau et une autre petite particularité pourront les tuer. Vous l'apprendrez dans le Dimension Z. Alors, c'est vraiment une espèce très, très menaçante. Les Morlous qui sont dirigés par le corbeau, les Morlous se sont rendus compte que le sang des hippoïdes, le sang bleu des hippoïdes, pouvait leur permettre de rester vivants. Alors, ils vont commencer à attaquer les hippoïdes, à les prendre en esclavage et à les exploiter pour avoir leur sang. Ils vont également exploiter les terres qui sont pleines de minerais, les terres de Zipolaris, et ils vont réussir à enlever des humains pour les utiliser comme esclaves. Donc, la Terre est aussi menacée parce que les Morlous viennent sur Terre pour enlever des humains et les utiliser comme esclaves. Il y a une brèche, évidemment, pour qu'on puisse communiquer entre les deux mondes. Il y a une brèche qui se situe dans un cours d'eau à proximité de chez Nathan. Et les soirs de pleine lune, c'est pas les soirs de quart de lune dans cette histoire-là, les soirs de pleine lune, la brèche s'ouvre et permet par un bateau de passeurs de passer d'un monde à l'autre. Nathan, donc, qui rentre chez lui après une journée d'école bien normale, trouve 3 hippoïdes dans son frigidaire et il va se rendre compte que quelqu'un leur a donné ses coordonnées, l'a choisi lui
pour être celui qui prendra soin des hypoïdes. Sauf que c'est pas vraiment facile de prendre soin de bestioles qui mangent tout ce qu'elles voient, qui sont assez dérangeantes. La majorité des humains ne peuvent pas les voir, mais lorsqu'elles font bouger des objets, ils voient que l'objet passe comme ça puis qu'il n'y a personne qui le tient. Alors, vous comprenez qu'ils se trouvent un peu dans l'embarras. Il va essayer de les aider à retourner chez elles, il va essayer de les aider à se sauver et il va finir en fait par aller à Zipolaris pour mener cette quête-là. À Zipolaris, il va être capturé. On va tenter de le vendre comme esclave, comme on le fait avec certains des humains. Et il va s'en suivre là, plusieurs péripéties. Je vais vous lire un autre extrait qui, dans le tome 1 est peut-être, puis je vous dirais même dans la série jusqu'à date, là, dans au moins les 3 premiers, est l'extrait peut-être le plus épeurant. Donc, ça vous donne quand même un peu une idée du niveau d'horreur qu'on va y trouver. On est plus dans l'action que dans l'horreur, mais dépendamment des sensibilités des jeunes, c'est bon à savoir. Alors, il a été pris comme esclave, mais il a réussi à s'enfuir et il est en train de se promener dans les terres, puis il essaie de se cacher de ceux qui le poursuivent. Caché derrière le voile, attendez, c'est pas le bon extrait. Ah, après un moment qui me semble une éternité, il s'est caché dans un bosquet. Après un moment qui me semble une éternité, les morlous finissent malgré tout par se remettre en marche. J'entends le son de leurs lourdes bottes résonner sur le sol. Ils s'éloignent enfin. Malgré l'odeur dégoûtante, je prends une grande respiration puis laisse sortir un long soupir de soulagement tout en m'extirpant péniblement de ma cachette. Ouf! Et ce que je vois alors me lève le cœur. Là, dans les buissons, juste à côté de l'endroit où j'étais planqué, éclairé par un rayon de lune qui traverse le feuillage des arbres, le cadavre décharné d'un homme, ou plutôt d'une créature qui a vaguement une forme humaine. Et c'est bien de ce tas de chair pourrie que se dégage cette odeur nauséabonde. Je mets spontanément mes 2 mains sur ma bouche, d'abord pour empêcher ce cri qui veut sortir de ma gorge, mais surtout pour ne pas vomir, pas seulement à cause de l'odeur, mais aussi à cause de ce visage en lambeaux et on dirait que son corps visqueux est parsemé de trous par où sortent des morceaux de viscères, plus monstrueux que tous les zombies que j'ai pu voir dans les films. Alors, ça vous donne un peu une idée là, de ce que Nathan va rencontrer. 2 ans ont passé entre la fin du tome 3 de Zipolaris et le début du premier tome de Dimension Z. On pourrait s'attendre aussi à 3 tomes pour Dimension Z. On va rencontrer dans celui-ci l'homme sans nom. On retrouve donc Nathan qui a 15 ans. Il se réveille en pleine nuit après avoir fait un rêve étrange. On va apprendre que c'est un rêve prémonitoire. Et il apprend qu'à 3 heures du matin, une vieille tante dont il ignorait l'existence, sa tante Marcelle, est décédée. À la même heure, l'horloge grand-père qu'il y avait dans sa maison s'est arrêtée. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce qui est intéressant du 4e tome, c'est qu'on entre vraiment dans l'histoire familiale de Nathan. Donc, on va apprendre que depuis 3 tomes, c'est un peu l'élu, hein? C'est celui qui va réussir à sauver les situations, mais il y a une raison qui réside dans sa famille, donc une histoire familiale. C'est pas le premier à pouvoir entrer en relation avec les hypoïdes. Il va d'ailleurs rencontrer aux funérailles une cousine un peu étrange qui s'appelle Rose et qui, elle aussi, voit les hypoïdes, donc ils vont pouvoir là, s'entraider. Et aussi, j'aimerais vous mentionner un fait intéressant, c'est que dans le tome 3 de la première série, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, La malédiction de Zangra, dans le tome 3, on est moins à Zipolaris, on est plus dans le monde réel et Nathan et ses amis vont faire des recherches sur la malédiction de Zangra, qui est une légende urbaine, grosso modo, qui concerne le lieu où ils vivent. Puis ce qui est très intéressant comme thématique dans ce tome-là, c'est qu'on va beaucoup se questionner sur les fausses nouvelles, les informations qu'on va trouver sur Internet. Donc, on est vraiment plus comme dans... Ils vont faire leur recherche, leur travail scolaire, mais il y a toute une question intéressante sur les mauvaises informations, les informations erronées qu'on peut trouver. Donc, c'est une thématique qui peut être intéressante à aborder aussi avec les jeunes, avec Zipolaris. Et voilà, donc je vais prendre une gorgée d'eau et si vous avez, je vous invite, si quelqu'un connaissait la série ou si vous voulez en dire un mot, si vous connaissez des jeunes qui l'ont déjà lu, je vous invite à prendre la parole. Sinon, vous me regardez prendre ma gorgée d'eau, puis c'est correct comme ça aussi. Il n'y a pas de souci. Oui, on sentait, Ève, effectivement, on se fait des signes de gorgée d'eau.
Alors, voici donc, c'était les trois séries, je vous dirais vraiment les plus longues, là, disons, qui sont publiées jusqu'à maintenant. Chanel nous ajoute dans la conversation que Polaris est finaliste cette année pour Tamarack. Donc, à nouveau, une série est-ce que c'est pour le tome un ou oui, c'est ça, c'est le tome un qui est considéré. Ben, c'est un bon signe. Quand les livres sont finalistes pour Tamarack, c'est toujours un signe d'un ouvrage qui est apprécié puis qui est bien construit. On leur souhaite bonne chance parce que c'est vraiment une bonne série. Alors, Valérie nous dit qu'elle ne connaît pas cette série malgré qu'elle lit beaucoup de littérature jeunesse. Je suis contente de vous la faire découvrir. Ça me fait bien plaisir. Pendant qu'on est dans les livres des éditions Fides, je vais me permettre de m'écarter un peu de notre thématique de la série. En fait, c'est même pas vrai, c'est juste qu'il y a juste un tome de sortie jusqu'à date. Alors, c'est l'amorce d'une série. On va tomber dans une littérature vraiment jeune adulte, ben, adolescente et jeune adulte avec cette série-là, science-fiction. C'est une série de Patrick Couture qui s'appelle Origine, l'inconnu du désert. On va reparler de Patrick Couture tout à l'heure parce qu'il nous a aussi offert une série de documentaires qu'on va voir après. Mais ce roman, bon, là, des fois j'ai l'impression que je me répète. Là, les gens qui me connaissent, ils vont dire, elle dit toujours la même chose, mais je suis pas, je le dis à chaque fois que je finis par lire de la science-fiction, je suis pas une grande fan de science-fiction, mais ce roman m'a convaincue. Ce qui m'amène à dire que peut-être que je suis en train de devenir une fan de science-fiction parce qu'au nombre de fois où je dis ça dans mes présentations, que je suis pas une grande fan, mais ce roman m'a convaincue, je suis peut-être en train de devenir fan de science-fiction sans m'en rendre compte, mais en fait, ce qui m'attire, moi, dans les romans, c'est l'évolution des personnages. Alors que ce soit dans un contexte de science-fiction, ou dans un contexte romantique ou dans un contexte d'horreur, c'est les personnages qui m'attirent. Et les personnages de la série Origine, en tout cas pour le premier tome, ont réussi à me convaincre. Chanel nous écrit, je suis pareil, je n'aime pas la science-fiction, mais je suis facile à convaincre. C'est ça. Au bout du compte, raconte-moi une bonne histoire, puis ça va fonctionner. C'est un peu ça, hein, une histoire qui est convaincante. Je pense que c'est ça, il faut qu'on réussisse à s'y accrocher. On est donc, c'est une série qui se passe à Snyder, qui est un coin perdu du Texas. Alors là, je vous amène, c'est Patrick Couture. Donc, je vous amène dans une série qui se passe dans le désert, au Texas, à une époque qui est une époque plus ancienne, donc à une autre époque, dans les années 60. Alors, pour les jeunes lecteurs nés en 2000, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais dire comme année 2010. Je me sens vieille. Pour les jeunes lecteurs qui sont nés en 2010, les années 1960, c'est très, très, très lointain, hein. Donc, on est dans une époque lointaine, dans un monde lointain du Texas. Et on est avec Sarah, une jeune fille francophone. Donc, on sait qu'elle parle français. Elle ne sait pas d'où lui vient sa connaissance du français, mais elle a été grosso modo, je vous dirais trouvé et adopté par le propriétaire du restaurant qui ressemble un peu comme à un diners. Vous savez, ce genre de restaurant où les camions s'arrêtent, un restaurant de bord d'autoroute, là. Donc, elle habite là avec lui, elle va à l'école. C'est un homme très gentil, très bienveillant, qui s'occupe bien d'elle. Puis bon, des situations à l'école qui sont des fois malheureuses ou qui sont bons. Donc, à un moment donné, elle est de mauvaise humeur et elle décide d'aller marcher dans le désert, comme elle le fait parfois. Elle s'en va se promener dans le désert et elle tombe face à face avec un homme adulte, nu, sale, amnésique, qui parle français. Alors, elle le ramène à la maison, puis elle dit, là, j'ai trouvé ce monsieur-là dans le désert. Tu sais, si elle le laissait là, il mourrait, là. Il était déshydraté, à la fin, là. Elle le ramène. Au début, les gens sont vraiment très méfiants. Ils se demandent c'est qui, surtout son père adoptif, les gens qui travaillent avec eux aussi dans le casse-croûte. Les gens ont peur de lui, mais rapidement, cet homme-là va commencer à travailler dans le casse-croûte. Il va se montrer étant vraiment travaillant, gentil, bien intentionné. Donc, ils vont finalement l'adopter. Elle va développer une relation. Elle, c'est une adolescente. Lui, il a une trentaine d'années. Elle va développer avec lui une relation fraternelle, très proche, comme si c'était son grand frère. Mais lui, il n'a aucune idée de qui il est et d'où il vient et de pourquoi il se trouve là. Il est complètement amnésique.
Puis, elle est beaucoup dans la réflexion quant à savoir d'où elle vient, pourquoi elle parle français. Il y a des éléments qui vont s'ajouter au fil du récit, qui vont lui donner des indices. Puis, elle va décider avec lui d'aller faire un voyage en Louisiane pour essayer de retrouver si sa connaissance du français ne viendrait pas de là, puis s'il n'y a pas des origines qui pourraient, là, tu sais, ça s'appelle origine, là. Donc, s'il n'y aurait pas là, autour de cet endroit-là des indices qui pourraient l'aider à retracer qui elle est et d'où elle vient. Donc, vous comprenez, les deux sont en quête identitaire. Ils vont se rendre ensemble en Louisiane. Il va se passer des événements là-bas qui vont vraiment les questionner, notamment le fait que cet homme, qu'on va appeler Duke dans l'histoire, Duke, la nuit, parfois, va commencer à rayonner. Il y a une lumière vive qui émane de lui, une lumière que même Sarah peut ressentir, elle peut être touchée par cette lumière-là. Alors, c'est pas mal l'ambiance qui va être installée dans le premier tome. C'est autour de ça, je ne veux pas vous donner trop d'informations non plus, c'est autour de ça que l'histoire va devenir une histoire de science-fiction. On va avoir accès à quelques souvenirs ou en fait à quelques songes de Duke qui lui donnent des indices. Donc, il y a des personnages petit à petit qui vont commencer à se placer, notamment des personnages qu'ils vont rencontrer pendant qu'ils sont en Louisiane. Vous comprenez que c'est l'installation d'une série. Alors, on est vraiment dans... j'ai pas toutes les réponses. Je peux pas encore vous donner toutes les réponses aux questions qui vont se poser dans cette série-là, mais c'est vraiment intriguant. Les personnages sont très attachants. Comme lecteur, on est souvent sur la mince ligne entre se demander si on peut ou si on peut pas se fier à Duke, si même le père est gentil. Donc, on est toujours en train de se questionner quant à savoir si on peut se fier au personnage. C'est vraiment une très belle série qui va aussi parler de la langue française, hein, parce qu'ils ont cet intérêt tous les deux à maintenir leur connaissance de la langue française. Donc, vraiment à découvrir en... Je ne sais pas si j'ai convaincu Chanel, qui est facile à convaincre en matière de science-fiction, mais je pense que celui-là, ça pourrait être un bon choix quand même pour se laisser convaincre à la science-fiction. Alors, c'était de Patrick Couture, ça s'appelle Origine, tome 1, L'inconnu du désert. Marie-Josée dit moi oui, en tout cas. Yes! Bonne réussite. Mais je vous avais dit, Patrick Couture, c'est pas ses premiers ouvrages qu'il publie aux éditions Fides. Il avait publié aussi toute une série de documentaires qui s'appelle La préhistoire du Québec. Alors, on arrive ici dans une série, et là, je suis un peu ratoureuse, là. Je vous amène des séries de romans ou séries de documentaires. Vous comprenez le travail que je suis en train de faire ici. Alors, ici, on est dans la série de documentaires La préhistoire du Québec. On a 6 tomes dans la préhistoire du Québec, plus un 7e ouvrage qui est paru plus récemment qui s'appelle Ton ancêtre est un poisson. Et là, je sais qu'on a plusieurs personnes qui nous écoutent ici qui ne sont pas au Québec. Cela dit, bon, c'est une série qui est parue au Québec, donc ça s'appelle La préhistoire du Québec, mais vous comprenez qu'à la préhistoire, il n'y avait pas une frontière spécifique là, qui disait ce dinosaure ne peut pas traverser la frontière et se retrouver en Ontario, aux États-Unis. Alors, on est dans la région là, qui est une région assez limitrophe. Et puis, les différents ouvrages qu'on va trouver, là, je me rends compte qu'il m'en manque un sous la main, mais bon, il manque le 3e, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, on a les dinosaures et les animaux disparus. On a ensuite les météorites, les roches et les fossiles. Le tome 3, c'est sur les... attendez, je ne l'ai pas sous la main, je pensais que c'était les animaux aquatiques. Le tome 3... Je vais vous retrouver l'information, bien, je vais aller le chercher tout à l'heure. Il va être, ben, c'est une très bonne occasion pour vous parler de la bibliographie que je vais vous envoyer. Vous allez avoir une bibliographie qui va vous permettre de voir tous les titres. Je vais vous la mettre tout de suite dans la conversation. Et puis, je vais pouvoir vous dire le titre, la thématique du 3e tome. Alors, le 3e tome ici, on est avec les cataclysmes et les changements climatiques. Donc, une thématique assez actuelle aujourd'hui où on est encore en train de parler des changements climatiques. Le tome 4, les extraordinaires créatures aquatiques. Le tome 5, les incroyables créatures terrestres.
On a les aquatiques, les terrestres, il nous reste les fabuleuses créatures volantes pour le tome 6. Et le 7e ouvrage, donc Ton ancêtre est un poisson, où on va vraiment, parce que vous voyez, dans les premiers, on a parlé beaucoup des espèces animales. Et ici, ben là, on arrive dans un ouvrage qui va être un peu destiné à tous les lieux. On parle de l'évolution humaine, donc la grande histoire de l'évolution. Comment la série est-elle bâtie? Alors, tout d'abord, au début de l'ouvrage, vous avez le sommaire qui vous donne chacune des sections qui sera traitée. Vous avez une page qui s'appelle C'était comment avant? Donc là, c'est une occasion pour l'auteur. Les illustrations aussi, je ne l'ai pas mentionné, elles sont de Martin PM. Alors, magnifiquement illustrées tout au long de l'ouvrage. Vous avez la ligne du temps, puis on nous permet de nous dire que la préhistoire a duré très longtemps, des millions d'années. Les scientifiques l'ont divisée en plusieurs parties et ils ont donné un nom à chacune. Voici une ligne du temps pour t'aider à mieux comprendre à quel moment se sont produits les événements qui te seront racontés. Puis ensuite, à chaque fois qu'on a un événement qui nous est raconté, on a en dessous la date. Donc, ben, pas la date, là, pas le 22, 23 janvier, mais on a l'époque. Alors, on sait que les premiers dinosaures, on est pendant le Trias, il y a 215 millions d'années. Puis là, on peut revenir ici puis dire, ah oui, OK, il y a 215 millions d'années, le Trias, on était ici dans l'histoire de l'évolution. Donc, on nous explique comment c'était avant. Tome 1, hein? Alors, on commence avec le début de la vie. On va commencer au début de la ligne. Chacune des pages vous est présentée avec le titre, l'époque, un descriptif et un fait étonnant. Vous allez retrouver cette structure-là dans chacun des livres. Alors, vous avez toujours le titre, l'époque, le descriptif et le fait étonnant. Alors, c'est vraiment une méthode qui va revenir. Ce qui peut vous amener tout à fait à faire une activité à la manière de, c'est-à-dire qu'en ayant toujours la même fiche à remplir, on pourrait décider de faire un peu la même structure pour des espèces disparues ou pour des espèces toujours existantes. Les dinosaures et les espèces préhistoriques, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est souvent très populaire, hein. Il y a des jeunes qui sont fous de ces informations. Je vais vous raconter une petite anecdote à titre d'exemple. Euh, il y a environ, je vous dirais, 1 an et demi, j'avais une présentation à aller faire à la dernière minute pour remplacer quelqu'un dans un camp de jour en plein été. Et je reçois un appel le matin, c'était mon collègue à l'époque, il dit je suis malade, je ne peux pas y aller. Je suis supposée d'aller au camp de jour un tel sur la rive sud puis de faire une animation sur les pirates. J'ai dit OK, mais j'ai pas 100 livres de pirates là, chez nous. Là, j'ai comme 2 heures pour me rendre. Fait que faut que je choisisse des livres que je connais. Faut que j'essaie d'être autour de la thématique qu'on a promise au camp de jour. Fait que là, je regarde un peu, puis bon, j'ai quelques livres quand même des histoires de pirates. Là, je prends aux éditions des 400 coups Sven le Terrible, alors de Réa Dufresne. Alors, je me dis, je vais raconter l'histoire de Sven le Terrible. Elle est quand même longue, fait que ça va prendre une partie de l'animation. Puis après ça, je me dis, ah, mais j'ai un livre sur les extraordinaires créatures aquatiques. Aquatiques? Pirates? Des créatures en dessous des bateaux? On peut en parler. Et là, j'ai raconté mon histoire de pirate et je vous jure que quand j'ai sorti ce livre-là, il y avait quelques enfants dans le groupe qui le connaissaient et qui, là, se sont mis à parler. Et les autres enfants qui ne connaissaient pas le livre connaissaient les espèces disparues et les dinosaures. Et j'ai véritablement eu du mal à parler. J'ai vraiment, vraiment eu de la misère à présenter une ou deux espèces parce qu'il y avait tellement de choses à dire, tellement de connaissances à me transmettre. Puis pour les lecteurs qui sont amateurs de records Guinness, de faits amusants, de faits cocasses, ben on est là-dedans d'une certaine façon avec ça parce que on va apprendre, par exemple, je vais vous en sortir un cocasse. Disons ici, à vos armures. Est-ce que c'est assez cocasse? Attendez, j'en avais un, mais c'est dans les espèces terrestres. Les incroyables créatures terrestres. J'en avais un vraiment cocasse, mais c'est des faits que les jeunes vont pouvoir ensuite transmettre. Ah, je ne le retrouverai pas là, parce que je le cherche. Puis, j'ai pas mis mon petit
mon petit post-it, mais on avait un paresseux géant qui était gros comme un autobus. Tu sais, c'est sûr que c'est le genre d'information qui marque l'esprit et que les jeunes vont vouloir raconter. Je vais vous en lire un quand même pour que vous puissiez avoir une idée là, de la langue, puis de la longueur du texte, la complexité du texte. C'est celui-ci qui s'appelle Des dents dures comme de la roche. Pendant le Dévonien, il y a 385 millions d'années. Les dents forment la partie la plus solide du corps d'un animal, mais les premiers à posséder une dentition aussi résistante que la nôtre, ce sont les actinistiens. Grâce à la couche d'émail qui les recouvrait, leurs dents étaient des armes redoutables. Dures et résistantes, elles permettaient à ces poissons de retenir leur proie plus facilement. Le Miguachaya est le plus ancien membre connu de ce groupe. Son nom fait référence au parc national de Miguacha, un site gaspésien unique au monde où on a trouvé de nombreux fossiles de poissons préhistoriques merveilleusement bien préservés. Vous y êtes peut-être déjà allé. Alors là, on a le poisson ici qui nous dit: c'est bien d'avoir des dents, mais est-ce que je vais devoir aller chez le dentiste? Et l'autre qui répond: j'aime autant manger mou. Je ne sais pas si ça vous fait penser, mais il y a un ton pour les jeunes qui ont lu et qui ont lu tous les Savais-tu aux éditions Michel Quintin, qui ont apprécié les Savais-tu. On a un ton qui va ressembler un peu à ça, avec une information plus longue, donc on progresse dans la lecture, mais une blague à chaque page. Un fait étonnant. On a longtemps pensé que les actinistiens étaient disparus depuis des millions d'années, mais ce n'est pas le cas. Un de ces animaux a été pêché au large de l'Afrique du Sud en 1938. On l'appelle le coélacante. Coélacante. Alors ici, le fait étonnant qui est raconté. Pour les lecteurs qui sont... Je vais essayer de vous trouver une image de ce que je vais vous dire. Euh, pour les lecteurs qui sont intéressés par l'histoire, je n'ai pas encore eu la chance de mettre la main sur cette série-là. Mais on m'a annoncé qu'il y aurait une nouvelle série de documentaires qui va paraître pour les jeunes lecteurs, cette fois-ci dans l'univers historique. Alors, je vais juste essayer de vous trouver la référence. Je ne suis pas certaine que les visuels soient sortis. C'est ce qui m'embête un peu. Je vais juste vérifier si je suis capable de vous trouver l'info. Ah, je n'ai pas encore d'image qui est parue, malheureusement. Alors, je vais quand même... C'est ça, on n'a pas de visuel. Alors, je vais quand même vous mentionner la série qui va paraître toujours chez Fides, qui va être axée en documentaire jeunesse, donc un peu dans la même veine, dans la même esthétique. Pas nécessairement à ce qu'on m'a dit avec un fait étonnant à chaque page, mais c'est une série qui va s'appeler Civilisation. Le premier tome, ce sera Histoire de construction et de monuments incroyables. Et cette série-là va être écrite par Évelyne Ferron. Alors, Évelyne Ferron, vous la connaissez peut-être parce que c'est une historienne qui est très présente dans les différents médias, que ce soit à la radio, entre autres, on entend beaucoup à Radio-Canada, que ce soit dans les balados, sur les réseaux sociaux. Elle a fait des balados jeunesse, entre autres, pour vulgariser l'histoire auprès des jeunes. Donc, ce sera à paraître ce printemps. On n'a pas encore toutes les informations sur les ouvrages, mais c'est vraiment à surveiller chez Fides. Je vous invite à surveiller ça. Vous pouvez vous inscrire à leur infolettre ou à leurs médias sociaux pour le voir sortir. Donc, d'Évelyne Ferron, Civilisation, une série de documentaires à surveiller autour de l'histoire. Je pense vraiment, en tout cas, étant moi-même assez fan d'Évelyne Ferron et de ce type de documentaire, je pense que ça risque d'être assez intéressant à découvrir. Donc, voici pour la série de documentaires de Patrick Couture et Martin PM. Avant de quitter complètement, là, j'ai fait un lien avec Patrick Couture, mais avant de quitter complètement l'univers du roman, je vais vous présenter un roman, mais c'est un peu drôle parce que entre vous et moi, on est à peu près un mois en retard pour que je vous parle de ce roman-là. Mais quand même, j'ai envie de vous le présenter parce que c'est une lecture que j'ai énormément appréciée, mais c'est une lecture d'avant Noël. Donc, mettez-le sur votre liste pour l'année prochaine, à moins que vous soyez comme moi, fan de Noël, puis que ça ne vous dérange pas de lire des histoires de Noël n'importe quand dans l'année. C'est un peu comme je le disais tantôt. De mon point de vue, quand l'histoire est intéressante, est bien écrite, puis elle est convaincante, on peut la lire à peu près n'importe quand.
Je vous ai parlé tout à l'heure avec la série Éléalix d'Audrey Archambault. Eh bien, le roman que je vais vous présenter est aussi un roman d'Audrey Archambault qui s'appelle 24 jours pour survivre au réveillon. Alors, comme je vous dis, on est vraiment dans le roman un peu roman de l'Avent, mais vraiment une histoire très savoureuse. Je l'ai lu personnellement au mois de novembre l'année dernière, donc j'étais dans la bonne période. Il commençait à avoir de la neige avec un bon chocolat chaud. C'est un roman à la fois drôle et réconfortant, mais vous savez, quand le personnage est dans une situation tellement qui s'empire là, d'un jour à l'autre, qu'on est réconforté d'être chez soi avec un bon petit café en train de lire un livre, mais en même temps, bon, c'est une histoire qui est très sympathique. Alors, c'est l'histoire de Mélodie qui vit dans une famille où la mère, elle est obsédée par Noël et la préparation de Noël. 1er décembre, premier texto de sa mère qui commence à préparer Noël et qui va la bombarder de textos et d'informations et de questions. Et vous comprenez qu'on est dans une situation qui, pour Mélodie, est assez anxiogène. Si c'était juste d'elle, elle partirait dans le sud pendant un mois, puis elle n'entendrait plus jamais parler, puis Noël serait bien correct comme ça. Mélodie, c'est une jeune adulte qui habite en appartement et qui est assez complexée par sa cousine qui a énormément réussi dans la vie et qui, elle, a de l'argent et qui peut recevoir dans sa grande maison ou dans son grand chalet à Noël. Mélodie, elle habite avec des colocs, donc à Noël, ben, souvent, elle va se retrouver à être invitée soit chez sa mère ou chez sa cousine. Et elle finit un diplôme universitaire et elle va aller donc dans le nord du Québec pour aller chercher pour un stage. Elle travaille dans le domaine des archives, puis elle travaille pour une boîte où elle fait son stage qui lui promet de probablement l'embaucher à la fin de son stage et il l'envoie dans le Nord pour faire une partie du stage là, qu'elle doit réaliser pour réussir à avoir son diplôme universitaire. Pour elle, l'obtention de son diplôme universitaire, c'est d'enfin arriver à une vie d'adulte, l'autonomie financière, un vrai métier, la fierté de pouvoir dire qu'elle a un job. On est beaucoup dans le paraître, ce que ma mère va penser de moi, dans cette dynamique-là. Alors, elle prend l'avion, elle se rend au lieu où son stage doit avoir lieu. Et lorsqu'elle arrive, il y a une immense tempête de neige, il y a des bris sur l'appareil et le stage est annulé. Et là, elle apprend que comme le stage est annulé, elle n'aura pas son diplôme. Elle ne sera pas revenue chez elle à temps pour préparer la fête de Noël et répondre à tous les textos de sa mère. Tout ce qu'elle a imaginé est en train de se déglinguer. Et au lieu de prendre ça au jour le jour, elle va mentir à sa mère en lui disant qu'elle s'est fait un amoureux, qu'elle a acheté un condo et qu'elle va les recevoir à Noël. Donc, elle est prise dans le Nord pour une période d'environ 2 semaines parce que réparer l'appareil, c'est très compliqué, il y a une tempête, etc. Il n'y a plus de communication, elle n'est pas capable d'envoyer de texto, elle n'est pas capable d'appeler. Elle est prise là et elle ment à sa mère parce qu'il y a une place où elle peut envoyer des textos au café, elle va mentir à sa mère. Elle va être prise en charge, disons, par le lieu où il y a une auberge dans le village et où il y a 2 autres visiteurs dans le village. Donc, les 2 visiteurs et elle vont être pris en charge à cet endroit-là. Et ce sont toutes les relations avec les gens du village qui vont se tisser. Tous ces mensonges-là, toute la prise de conscience. Alors, on est vraiment dans le roman qui raconte l'histoire d'une jeune adulte qui est prise dans un ensemble de mensonges, de situations malaisantes avec des gens. Elle n'a pas nécessairement envie de partager tous ses repas avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Et elle va apprendre, donc, évidemment, on est dans un roman qui va lui permettre d'apprendre à se découvrir, à découvrir ses forces. C'est vraiment, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est un roman feel good avec une thématique, une finale qui, moi, ça m'a fait verser des larmes, là. Je me dis, c'est beau, ça finit bien. Je ne vous vendrai pas le punch, mais on s'imagine que ça finira pas en grande catastrophe, là. Donc, il y a vraiment une belle finale qui va s'installer, des relations avec les autres personnages qui vont se tisser puis qui vont être de belles relations. Vraiment une découverte. 24 jours pour survivre au réveillon. Moi, je vous le dis,
il neige, même si Noël est passé, vous pouvez le lire pour vous mettre de bonne humeur et vous plonger dans un monde vraiment très réconfortant. Alors, c'est d'Audrey Archambault qui, encore une fois, réussit à nous démontrer ses qualités de conteuse vraiment avec ce roman-là. Je regarde, il nous reste encore 25 minutes. On va plonger dans un autre univers de série, disons, je vous dirais série, mais univers aussi. Alors, c'est l'univers des livres de Boukhar Diouf. On était dans les éditions Fides. Avec Boukhar Diouf, on s'en va vers les éditions La Presse et on va pouvoir découvrir quelques ouvrages aux éditions La Presse également. Boukhar Diouf a publié il y a quelques années une série qui s'appelle Boukhar raconte. Vous avez ici Le brunissement des baleines blanches. J'essaie de m'assurer que je vous l'ai bien montré. En tome 2, vous avez Joe Groenland et La route du Nord. Puis en tome 3, Jonathan Tenderbear et La sagesse du corbeau. Alors, c'est une série de romans. Et là, je sais qu'à l'écran, ça peut paraître comme de petits albums à cause du format carré, mais regardez, quand on arrive dans les pages intérieures, on est vraiment dans du roman avec de grandes, grandes illustrations qui ont été réalisées par François Teasdale, qui est l'illustrateur que vous allez retrouver avec toutes les œuvres de Boukhar Diouf. Là, c'est vraiment un très beau duo qui s'est installé entre Boukhar Diouf et François Teasdale. La série nous raconte l'histoire de personnages qui sont différents d'un livre à l'autre, mais il y a vraiment une continuité. Alors, dans le tome 1, on a des personnages principaux qui vont rencontrer les personnages du tome 2. Il y aura l'aventure du tome 2 et au cours du tome 2, les personnages vont rencontrer les personnages du tome 3. Donc, il y a vraiment une continuité comme ça entre les espèces qui vont se rencontrer. Le tome 1, Le brunissement des baleines blanches, raconte l'histoire de Gobi, qui est une femelle beluga et qui, elle, veut sauver sa famille de la pollution qui est en train de dévaster le fleuve Saint-Laurent. Donc, elle va quitter le grand fleuve pour aller essayer de rejoindre les mers du Sud, mais elle sera éventuellement, il va arriver une intempérie et elle sera capturée d'une certaine façon et sera mise dans un zoo où elle sera finalement une beluga de cirque. Et à partir du moment où elle est là, ben, elle va rencontrer une série de personnages qui, eux aussi, ont été mis en captivité. Vous savez, pas nécessairement avec de mauvaises intentions, mais faisant quand même en sorte que les animaux n'ont plus la liberté de se promener dans leur environnement naturel. Et elle se retrouve donc dans un zoo après s'être échouée sur une plage de la Nouvelle-Angleterre. Et dans ce zoo, elle va rencontrer un autre personnage qui, je vais vous montrer ici, personnage de phoque. J'espère que je vais pouvoir le trouver. J'ai des post-it, ça doit servir à ça. Enfin, elle va rencontrer, je voulais vous montrer, l'illustration était magnifique. Donc, elle va rencontrer ce personnage-là avec qui elle va tenter de s'enfuir pour retrouver la liberté et éventuellement pouvoir aller sauver sa famille telle que prévu là, de la pollution dévastatrice du Saint-Laurent. C'est avec Joe Groenland, je vais vous le montrer ici. En fait, c'est avec Joe Groenland qu'elle aura réussi à retrouver la liberté. Donc, ils vont s'être libérés ensemble. Et c'est lui qu'on va suivre dans la deuxième aventure. Donc, la vie de ce phoque qui va se retrouver dans l'Atlantique Nord et qui aussi va vouloir là, retrouver son milieu et sa famille. Et le troisième tome nous amène à découvrir Jonathan Tenderbear, qui est une ours qui habite au Groenland avec son ami Corbeau. Alors, vous voyez, on a toujours comme ça de nouvelles espèces animales à découvrir. Boukhar Diouf, on le connaît bien dans la sphère médiatique. C'est aussi, on le sait, là, c'est un homme qui est un océanographe, donc spécialiste du Saint-Laurent. Alors, il y a vraiment toute cette connaissance-là de la nature et de l'environnement d'ici qu'on va pouvoir retrouver. Donc, il y a énormément de contenu, je vous dirais, qu'on peut exploiter d'un point de vue pédagogique dans des histoires qui sont assez longues, donc vraiment bien développées. Si vous souhaitez découvrir l'œuvre de Boukhar Diouf dans un ouvrage qui est plus court, j'ai deux autres ouvrages à vous proposer. Donc, on a une œuvre qui est disponible sous forme d'album qui s'appelle Le Bourlingueur de Matungwa.
Alors, vous avez toujours Boucardiouf comme créateur et cette fois-ci, toujours avec les illustrations de François Teasdale. Donc, vous savez, dans cette idée de la série, il y avait la série des romans, mais on a aussi la série des ouvrages de Boucardiouf qui nous permettent d'être vraiment dans son univers, qui est souvent un univers de conteur aussi. Donc, il y a une qualité pour nous raconter des histoires. Le bourlingueur de Matungwa, à ce moment-ci, ben, nous amène dans une autre région. On va se retrouver ici à Matungwa, donc en Afrique. Et on va se plonger dans un univers aussi aquatique, mais cette fois-ci, l'univers des hippopotames. Alors, on va commencer par faire connaissance avec le bourlingueur. Le bourlingueur, oh, il est connu, bien plus que tu ne le penses. On le voyait souvent marcher seul dans les rues de la petite ville de Matungwa. Tous les jours ou presque, il errait entre les berges du fleuve Rigalois et la plage publique située au centre de la ville. Le bourlingueur empruntait les ruelles avant de s'arrêter sous les grands arbres pour se reposer quelques instants. Et là, il allait s'installer pour regarder les hippopotames. Il était fasciné par les hippopotames et ce qu'il appelle les ados hippos. Le bourlingueur de Matungwa aimait s'asseoir sur un rocher, les yeux rivés sur les hippopotames qui s'amusaient, sans trop se soucier de sa présence. Depuis le temps qu'il le voyait se promener dans les alentours, ces imposants et rigolos quadrupèdes étaient habitués à leurs fidèles visiteurs. Qui sait? Peut-être le considéraient-ils comme un membre de leur famille, un cousin lointain et un peu marginal qui préférait se faire dorer au soleil plutôt que de paresser dans l'eau comme eux. Et on comprend donc qu'il y a une relation qui s'est tissée entre les hippopotames et le bourlingueur de Matungwa, une relation de confiance. Le bourlingueur habite avec sa grand-mère parce que ses parents sont décédés. Et on ne sait pas nécessairement comment les parents sont décédés. On sait qu'ils sont décédés alors qu'ils étaient partis pêcher. Mais la grand-mère, elle croit que ce sont les hippopotames qui les ont fait tomber. Alors, elle va beaucoup démoniser les hippopotames comme étant un animal dangereux. Entre vous et moi, rencontrer un hippopotame, c'est effectivement empreint de danger, là. On n'est pas nécessairement en grande sécurité. Alors, ici, ben, c'est quand tous les voisins essaient de trouver comment les parents ont pu disparaître et qu'on va soupçonner que ce sont les hippopotames qui en sont responsables. Alors, la mère un matin, dans le village de Zinalé, on va découvrir que les hippopotames, qui ont quand même du mal à trouver de la nourriture parce qu'une grande sécheresse a asséché beaucoup les herbes, les hippopotames, pendant la nuit, entrent dans la ville pour manger l'herbe verte qui se trouve sur les terrains des résidents, des terrains avec une herbe qui est entretenue. Et tous les hippopotames se remplissent la panse de délicieuse verdure et prennent bien soin de retourner au fleuve avant l'aurore. Il ne faudrait surtout pas tomber face à face avec un propriétaire de maison furieux. Ces brigands, adeptes de verdure fraîche, savent bien que la meilleure façon d'éviter la colère des humains est de ne pas s'aventurer trop loin parmi les habitations, d'autant qu'ils risqueraient de s'égarer et de ne pas pouvoir regagner le fleuve. Tous les hippopotames respectent cette règle, enfin, presque tous. Parce qu'un matin, il y a deux jeunes hippopotames qui s'appellent Tam Tam et Hippolyte, c'est ainsi que le bourlingueur Zinalé les a nommés, qui ont oublié de retourner et qui se sont perdus, donc qui sont pris dans la ville. Alors, les citoyens, en se réveillant, voient qu'il y a deux hippopotames dans leur ville. Pour eux, c'est un grand, grand synonyme de danger. Alors, ils vont essayer de les faire aller à l'eau, mais essayer de déplacer deux hippopotames, ce n'est pas nécessairement facile. Puis, le maire de la ville, finalement, va dire, ben, ce qu'on pourrait faire, grosso modo, c'est de les abattre parce qu'il y a vraiment un danger pour les citoyens. Et là, Zinalé, lui, il ne va quand même pas laisser faire ça. Il n'est pas question qu'on aille abattre les hippopotames qui sont ses amis. Alors, il va aller le voir. Regardez, hein, il est en pleurs ici. Il va aller voir le maire de la ville. Puis il va dire, donnez-moi du temps et je vais régler ce problème-là. Il lui dit, depuis que je suis tout petit, les hippopotames sont mes vrais amis.
J'ai 12 ans maintenant et je les connais comme s'ils étaient mes frères et mes sœurs. S'il vous plaît, Monsieur Matombo, dites aux policiers de ranger leurs armes. Attendez-moi 30 minutes et je guiderai ces jeunes hippopos vers le fleuve, je vous le promets. Et Zinalé va aller chercher un panier. Vous voyez le panier au bout du bâton. Puis, avec ce panier, il va réussir à guider les hippopotames jusqu'au fleuve. Et là, évidemment, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'il y avait dans son panier? Comment est-ce qu'il a fait pour amener les hippopotames jusqu'au fleuve? Avez-vous une idée de ce qui pouvait être caché dans son panier qui a réussi à guider les hippopotames jusqu'au fleuve? Avez-vous une petite idée? Je ne sais pas si dans la conversation, vous voulez vous risquer. Zinalé quand les citoyens vont lui demander ce qu'il avait mis dans son panier, Zinalé va leur répondre je ne sais pas si vous voulez vraiment le savoir. Et là, ben oui, tout le monde dit oui, oui, on veut le savoir, on veut le savoir, on veut le savoir. Eh bien, voyez-vous, dans mon panier, il y avait du caca d'hippopotame. Parce que c'est grâce à l'odeur des selles que les hippopotames retrouvent leur chemin. Et Zinalé, qui les avait tellement observés, ben, il connaissait cette information-là. Puis, on va voir que Zinalé aura vieilli et aura grandi avec sa famille auprès des hippopotames et qu'il sera toujours resté un peu comme leur gardien. Puis, à la fin de l'ouvrage, vous allez avoir un dossier qu'on appelle le dossier hippopotamesque. Alors ici, une grande quantité d'informations qui vous permettent de découvrir certains secrets sur les hippopotames. Par exemple, c'est une de mes préférées, vous allez voir mon niveau de maturité. Alors, gare à l'hélicaca. Quand vient le temps de déféquer, les hippopotames imitent les hélicoptères. Ils font tourner leur queue à la façon d'une hélice pour disperser leur caca dans toutes les directions. Si vous voyez ce genre de scène sur Internet, j'imagine que vous vous pincerez le nez en vous demandant pourquoi les hippopotames, ça donne un tel spectacle si dégoûtant. Pour les hippopotames mâles, cette prestation d'hélicaca sert à séduire la femelle. Ce n'est pas une blague, cette dernière adore ces éclaboussements de tendresse. Les hippopotames utilisent ainsi leur caca un peu comme les humains, se mettent sur leur 31, se parfument et dansent pour séduire une personne. Alors, vous allez avoir comme ça une série d'informations cocasses sur les hippopotames. Donc, vous en avez là quelques pages. Et à la fin, un questionnaire, donc, que vous pouvez utiliser avec les jeunes, avec les réponses à côté pour découvrir leur compréhension et leur niveau de connaissance des hippopotames. Alors, encore une fois, vous voyez un ouvrage ici d'un conteur qui nous raconte une histoire afin qu'on puisse découvrir une espèce animale et toujours dans une optique de préservation de l'espèce. C'est encore cette thématique-là qui est véhiculée. Et puis, tout récemment, toujours aux éditions La Presse de Boucardiouf, illustré par François Distel, est sorti l'ouvrage Aventure et sagesse du village de Zamboki, qui est un village qu'on va découvrir par le biais de différents personnages. On est toujours dans le conte, mais cette fois-ci, regardez, on va avoir quelques histoires. Je pense qu'on a 3 histoires, donc 3 parties qui chacune font environ une cinquantaine de pages. C'est des histoires, vraiment des contes. Regardez un peu, je vous montre la mise en page, c'est assez aéré. On a aussi, encore une fois, de grandes illustrations de François Teasdale, mais des illustrations en noir et blanc. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau du format, on a changé un peu par rapport aux premières histoires de Boucardiouf pour aller dans un format qui est plus accessible. Des histoires aussi, comme il y en a 3 qu'on peut travailler individuellement. Et on nous le dit, hein, c'est des aventures et des sagesses du village de Zamboki. Alors, on va découvrir ce village-là et ses personnages. À titre d'exemple, je vais vous raconter un peu l'histoire qu'on trouve dans la partie 1 qui s'appelle Lameki et la force des plus petits, où on a un conteur qui est un personnage vraiment narrateur qui nous raconte être l'ami du grand Lameki. Le grand Lameki est un adulte, joueur de football connu partout dans le monde, qui fait partie d'un des plus grands clubs de football d'Angleterre, qui revient au pays et qui est acclamé comme un grand champion. Puis, le narrateur nous dit qu'il s'appelle Madalisso et qu'il est un de ses amis les plus anciens. Il va nous raconter un peu l'histoire de Lameki. Lameki, à l'école, c'était un garçon qui était victime d'intimidation,
que les jeunes se moquaient de lui. Pourquoi? Parce que c'était le plus petit. Et on devait se mettre en rang du plus petit au plus grand. Et quand lui était le premier en avant, ben, il se faisait toujours ridiculiser, il se faisait appeler minuscule. Même à un certain moment, il a commencé à se faire tabasser. Alors, Lameki, un jour, décide qu'il ne va plus à l'école. Il ne veut plus rien savoir d'aller dans ce lieu-là. Et on l'amène donc passer une journée chez sa grand-mère, sa maman. On nous dit sa maman n'a pas mieux réussi à convaincre Lameki de retourner à l'école, ni à le consoler d'ailleurs. C'est une scène triste à regarder. Je voyais la maman de mon meilleur ami debout devant la porte fermée de la chambre de son fils, qui cherchait à mieux comprendre la situation. Et là, il va lui expliquer, je ne veux plus y aller parce que je suis le plus petit de ma classe, maman. Les plus vieux à l'école ne font que m'intimider et disent que je suis microscopique, comme un microbe. Alors, la mère a l'idée de l'envoyer chez sa grand-mère, qui est en fait considérée comme étant la grand-mère de tous les enfants du village, Mamé Sanou. Et Mamé Sanou va lui dire, tu sais, Lameki, si tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu changerais à ta vie? Et il lui dit, je me transformais pour être le plus grand et le plus fort de toute l'école. Elle éclate de rire, elle lui dit rien que ça, rien de moins. Exactement. Et pourquoi tu voudrais être le plus grand de tous les enfants, mon garçon? Il dit, pour me faire respecter. Elle dit, mais tu sais, Lameki, être le plus grand ne veut pas nécessairement dire être le plus fort. Là, il ne la croit pas vraiment. Alors, elle lui dit, je vais t'amener. Et elle lui dit, selon toi, quel est l'animal, quelle est l'espèce vivante la plus grande et la plus forte de la forêt, de la savane? Il lui dit, ben, c'est l'éléphant. Elle dit, t'es sûr de ça? Alors, elle dit, on va aller vérifier ça. Elle dit, moi, je ne pense pas que c'est l'éléphant. Puis, elle va l'amener à Wazani, qui est un parc national, le parc national de Wanzi, pardon. Et ils vont aller devant l'enclos des éléphants. Et elle, la grand-mère, elle prétend, Mamé Sanou, elle prétend pouvoir parler la langue des éléphants. Elle lui dit, pose-leur ta question, demande-leur, est-ce que c'est vraiment eux qui sont les plus forts? Alors, l'Ameki pose sa question. Il dit, est-ce que c'est vous les plus forts et les plus grands de la forêt? Puis là, les éléphants, ils répondent d'une drôle de façon. Hein, ils répondent en barrissant. Et bien sûr, c'est des éléphants. Et Mme Lameki a dit, ah, ils viennent de répondre que c'est pas eux les plus forts de la forêt. Tu as eu ta réponse, mon garçon. Et c'est exactement ce que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire, grand-mère? Tu te trompais en croyant que les éléphants sont les plus grands et gros êtres vivants de la savane. Ben, tu veux me faire croire que ce petit éléphant a compris ma question et qu'en plus, il m'a offert une réponse? Oui, mon garçon, mais cet éléphanteau sait que le baobab est l'être vivant le plus grand et le plus gros de la savane. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Le baobab. Alors, la grand-mère, Mamé Sanou, va l'amener devant un baobab pour qu'il puisse poser la question. Et là, la Mickey, il s'en doute. Il se dit, est-ce que vraiment tu parles la langue des éléphants ou tu fais pas juste me dire ce que tu veux pour que moi, je croie ce que tu me dis? Elle dit, je te dis que je parle la langue des éléphants. Il se retrouve devant le baobab. Il pose la question. Est-ce que c'est le baobab qui est le plus fort de la savane? Et là, le baobab bruisse des feuilles. Et Mamé Sanou dit, ah, le baobab t'a répondu. T'as répondu que c'est pas lui qui est le plus fort de la savane. Il dit, est-ce que vraiment tu parles la langue des baobabs? T'es sûr que tu parles la langue des baobabs? Et là, il commence à se dire, d'après moi, elle me raconte n'importe quoi juste pour que je croie ce qu'elle veut me dire. Mais à un certain moment, il se dit, vous savez quoi? C'est pas grave. J'aime ce moment que je passe avec elle, puis je vais faire semblant de la croire. Et donc, Mamé Sanou va lui faire comprendre que ce qui est le plus fort qu'un baobab, c'est la graine de baobab. Parce que dans la graine de baobab se trouve comme un tout petit bébé baobab qui pourrait éventuellement grandir. Mais cette graine-là, elle ne peut pas grandir sans quelque chose d'encore plus petit, d'encore plus microscopique, sans des éléments microscopiques, des petits microbes, des petites bactéries qui se trouvent dans la terre qui permettent à la graine de grandir. Alors, cet petit élément-là qui est encore plus petit est encore plus fort que la grande graine. Et de fil en aiguille, comme ça, Mamé Sanou va lui faire comprendre que la vraie force, c'est pas nécessairement la force de la grandeur et de la grosseur, mais la force, c'est vraiment ce qui vient de l'intérieur de nous et qui peut réussir à émerger et à grandir quand on croit en nous puis quand on a cette connaissance-là. Alors, on nous dit, le lendemain,
La Mickey retourna à l'école, sa vraie école, celle où allaient ses camarades de classe, sa gentille enseignante et aussi ses intimidateurs. Il avait la ferme intention de montrer à cette racaille qu'il était plus grand qu'eux. Débordant de confiance, il n'était plus la même personne. Lorsqu'un de ces grands l'apostropha dans la cour en le traitant de microbe, la Mickey lui répondit, un demi-sourire aux lèvres. Si tu savais toute la force et la grandeur qui se cachent dans les microbes et tout ce qui est petit, tu comprendrais pourquoi je te remercie du compliment. Et Lameki, après, a continué ses études, est allé à l'université, a été remarqué pour ses qualités de joueur de football et est devenu une grande célébrité que tout le monde, même ses intimidateurs à l'âge adulte aujourd'hui, célèbrent dans le village. Et à chaque fois qu'il revient, il retourne sur la tombe de sa grand-mère, Mamé Sanou, où il a planté, vous l'aurez deviné, une graine de baobab pour l'accompagner pour l'éternité. Alors, voici donc, c'est la nouveauté de Boucardiouf que vous allez trouver dans Aventure et sagesse du village de Zamboki. Donc, des histoires qui permettent vraiment, des fois, d'aborder certains sujets un peu plus sensibles avec les jeunes et par le biais du conte et de la tradition, je vous dirais d'une certaine façon, de la tradition orale, parce que c'est des histoires qui sont racontées par son ami, de transmettre ces informations-là. Donc, voici à découvrir. Puis, pour terminer, parce qu'on arrive déjà à l'échéance de cette présentation, je vous inviterai également à aller voir ce qui se fait du côté adulte aux éditions La Presse, puisque vous allez y trouver, entre autres, des biographies souvent écrites d'une façon très accessible, mais qui peuvent vraiment toucher vos lecteurs les plus vieux. Je pense à des lecteurs à la fin du secondaire qui ont envie d'avoir des modèles, des inspirations, de découvrir les parcours de certains athlètes ou certaines personnalités publiques. Entre autres, ici, Charles Hamelin, on parlait d'intimidation dans Zamboki. Dans cette biographie qui est écrite par Luc Bellemare, on va découvrir le parcours de Charles Hamelin, qui a été un médaillé olympique en patinage de vitesse, qui a vécu énormément d'intimidation lorsqu'il était plus jeune. Donc, il y a des passages très intéressants où on va apprendre toute la résilience de cet athlète-là dont il a dû faire preuve. C'est intéressant parce que, comme dans l'histoire de Zamboki, c'est un garçon qui a vécu beaucoup d'intimidation et qui est devenu respecté grâce à ses activités sportives. Donc, on pourrait faire le lien entre les deux. Donc, ça vaut la peine d'aller voir de ce côté-là. Vous avez aussi une série très intéressante pour les plus vieux dans la littérature adulte aussi, que je vais vous présenter pour terminer, qui s'appelle la série des millionnaires. Alors, vous avez Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez et de zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir. Je vous suggérerais surtout ce premier-ci, c'est de Nicolas Bérubé. Et c'est un ouvrage, donc, vraiment pour les plus vieux là, au secondaire, qui va parler de la richesse et du fait d'avoir de l'argent, d'être millionnaire. Le titre en dit beaucoup. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Alors, à cette époque où les jeunes commencent à avoir des fois un premier emploi, un peu d'argent, il peut y avoir une tentation de montrer qu'on a de l'argent, hein, parce qu'on est fier, on a réussi à accumuler un peu. Puis il va nous amener ici à découvrir les portraits de personnes qui sont devenues millionnaires, mais comment? Ben, grâce à des investissements, à des économies, à un mode de vie tout à fait régulier. Donc, il va nous amener aussi à comprendre que parfois, les personnes qui montrent qu'ils ont énormément d'argent ne sont pas nécessairement les personnes les plus riches au niveau monétaire. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça amène un peu comme un regard, deux poids, deux mesures sur la richesse. C'est très instructif, puis ça peut permettre de mettre en relation un peu notre impression de ce que c'est avoir de l'argent. Donc, je suis persuadée qu'il y a des jeunes adolescents, vieux adolescents ou jeunes adultes qui seront intéressés par ce genre de thématique à l'époque où on commence à avoir les cours d'économie aussi, là, puis à apprendre des notions en économie. Puis bon, ensuite, ceux qui sont vraiment passionnés, ben, on en a un sur comment investir en bourse sans souffrir. Alors, moi, je vous avoue que je ne suis pas rendue là. Je suis encore rendue à découvrir les portraits de ces personnes millionnaires. Puis, encore une fois, pour des lecteurs avertis, une nouveauté qui est parue nouveauté de 2023, vous connaissez probablement la journaliste judiciaire Isabelle Richer. Isabelle Richer a couvert beaucoup d'éléments au sujet des crimes et au palais de justice, là. Elle a couvert beaucoup au niveau journalistique la scène judiciaire. Eh bien, elle nous amène dans ce que je n'ai jamais raconté,
25 ans au palais de justice. Donc, elle va décrire certains événements qu'elle a vécus au palais de justice. Je vous le dis, il y a des scènes rudes parce que les crimes qui ont été commis, qu'elle a couverts, sont souvent des crimes très difficiles à lire. Mais à cette époque où on est vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les balados, le true crime, etc., vous allez avoir là, beaucoup d'informations très intéressantes. Mais encore une fois, je vous mets en garde qu'il y a des scènes qui sont décrites qui sont très difficiles. Puis pour ceux qui sont très intéressés par la scène judiciaire et par toutes ces balados et les plus vieux lecteurs, là, par cet univers du crime réel, aux éditions Fides, vous avez également l'ouvrage Captive, qui est extraordinaire, qui est sorti cette année, d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Alors, c'est les créatrices du balado qui s'appelle Captive, qui nous raconte des crimes réels et des disparitions mystérieuses qui ont eu lieu au Québec. Cette fois-ci, vraiment dans l'optique de donner une visibilité et une voix à ces cas-là pour sensibiliser les gens, soit aux personnes disparues ou encore à des crimes qui sont encore irrésolus. Donc, vraiment, des suggestions pour ce type de lecteur qui pourrait vouloir lire l'un après l'autre ces ouvrages-là. On doit déjà s'arrêter. J'espère que vous avez eu la chance de faire de belles découvertes au cours de cette présentation sur les éditions Fides et la presse. Et je vous dis donc bon appétit, puis on se retrouvera pour de nouvelles présentations après l'heure du dîner.